Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Je dis ça maintenant, mais j'ai pas été forcément très à l'aise dans cette présentation qui n'est pas une présentation assez facile, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le diagnostic appelle à plusieurs présentations différentes. Et la deuxième, c'est que on aime bien, quand on fait des présentations médicales, se baser sur la littérature. Et la littérature, quand on fait aplasie médulaire et réanimation, il n'y a globalement pas grand-chose. Même quand on va regarder dans les papiers qui reprennent les données sur les patients d'hématologie en réanimation, finalement, on a peu d'informations sur la prise en charge des patients ayant une aplasie médulaire en réanimation. Alors, la proportion qui nécessite une prise en charge en réanimation, et ce n'est pas forcément une situation qui est extrêmement fréquente. Quelles sont les présentations cliniques qui vont conduire nos patients en réanimation? Quels sont les diagnostics différentiels évoqués? Et la part du diagnostic étiologique, parce que c'est l'autre versant qu'on peut évoquer, dans la prise en charge de ces patients en réanimation. Et donc, je vais essayer de vous présenter d'abord sous un certain nombre de cas cliniques, mais aussi sur des informations sur la prise en charge des patients qui ont une aplasie médulaire de façon générale, les messages qui me paraissent importants sur la prise en charge de nos patients. Alors les cas cliniques, c'est facile et ça permet d'avoir des situations assez représentatives. Et personnellement, j'ai l'habitude de prendre des vrais patients. Donc ça, c'est un patient qu'on a pris en charge il y a 4 ans, qui était un jeune homme de 27 ans, qui n'avait aucun antécédent, un frère et une sœur en bonne santé. Et puis les symptômes ont commencé en fait 3 jours avant son admission par une petite blessure avec un saignement extrêmement important, une fatigue intense, et puis il consulte aux urgences où on le renvoie chez lui sans faire aucun examen. Il revient finalement 2 jours après avec un syndrome hémorragique diffus, des saignements digestifs, une altération de l'état général, il est fébrile. L'examen clinique montre un purpurat pétéchial diffus avec des zones très échymotiques, des saignements intrabuccales, une pâleur intense, et il a 2,9 g d'hémoglobine, des plaquettes à 1 giga par litre et une leucopénie. Il a une administration d'antibiotiques et puis il est transféré en réanimation médicale à Saint-Louis avec un peu d'oxygène pour le transport. Quand il arrive en réanimation, il a un hématome extensif du membre supérieur droit suite à la perfusion, avec des douleurs intenses, une tension du membre, des paresthésies, mais pas d'hypoesthésie, un pouls radial qui est perçu. Il se plaint de céphalée. Il n'y a pas de syndrome tumoral clinique et on retrouve une numération qui est identique à celle décrite, avec en plus un frottis lu par l'hématologue de garde, qui n'est donc pas très cytologiste, mais quand même, qui ne retrouve pas de blast à l'évidence et pas de schizocyte. Sur le plan biologique, on voit qu'il y a des stigmates d'activation de la coagulation, il n'y a pas d'insuffisance rénale, il y a une cytolyse hépatique, et les CPK qui ont été faits compte tenu des symptômes au membre supérieur sont normales. Alors, ce patient, évidemment, va avoir une transfusion de culoglobulaire, de culoplaquettaire, et compte tenu des stigmates d'activation de la coagulation de PFC, et puis surtout de l'hématome, un scanner cérébral en urgence qui est normal, une radio pulmonaire qui ne montre pas de foyer, et puis on a poursuivi les antibiotiques. À ce moment-là, on se retrouve devant un tableau assez classique de pancytopénie, pour lequel on va se poser la question d'une leucémie aiguë ou d'un syndrome myélodysplasique, surtout avec les stigmates d'activation de la coagulation. La possibilité d'un diagnostic d'aplasie médulaire et éventuellement des carences vitaminiques, mais ça va être rapidement exclu chez ce patient. Alors, l'évolution après transfusion va montrer une stabilisation du syndrome hémorragique avec des rendements transfusionnels qui sont satisfaisants. Le bilan d'hémostase va se normaliser, et puis après transfusion de culoglobulaire, son bilan hépatique va également se normaliser. Il va pouvoir être transféré en hématologie où le myélogramme va montrer une moelle de richesse diminuée, et la biopsie ostéomédulaire confirmait le diagnostic d'aplasie médulaire. On a ensuite fait un bilan étiologique qui était en faveur d'une aplasie médulaire idiopathique. Donc ça, c'est la situation classique que la plupart des réanimateurs maîtrisent parfaitement bien, celle d'une bicytopénie ou d'une pancytopénie sévère. Plus souvent, on est orienté vers l'aplasie médulaire par les réticulocytes qui sont effondrés
beaucoup plus que dans les hémopathies, l'absence de blaste circulant et l'absence de syndrome tumoral. Et finalement, les diagnostics différentiels dans cette situation sont bien connus. Les possibilités de cytopénie périphérique qui parfois au tout début peuvent être moins régénératives, mais c'est globalement très exceptionnel. Et donc principaux diagnostics différentiels. Et ça, c'est une situation finalement qui est, on va dire, bien maîtrisée par les réanimateurs en général. Une autre situation qui est assez caractéristique et plus pour illustrer le fait que c'est finalement souvent les complications hémorragiques qui amènent les patients au diagnostic en réanimation plus que les complications infectieuses. Celles-là, elles vont survenir en général une fois qu'on va traiter les patients. Donc ils ont déjà un diagnostic, soit par SAL cyclo, soit par allogreffe. Ça, c'était un homme de 61 ans qui a des antécédents de douleurs abdos pour lesquels il avait eu des explorations à Saint-Louis 5 ans avant, donc on sait qu'il a une numération normale à l'époque, ce qui est toujours un élément important. Et il se plaint depuis 3 semaines de céphalée, asthénie, douleur abdominale. Son médecin traitant l'a mis sous Amlor et anti-inflammatoire. Et 2 jours plus tard, il consulte aux urgences de Saint-Louis pour des céphalées intenses, un épisode de vomissement avec des traces de sang. Et il n'y a pas d'instabilité hémodynamique, il est apyrétique, mais devant les céphalées intenses et un déficit moteur, il a un scanner cérébral en urgence qui montre un hématome sous-dural avec un effet de masse, un engagement temporal. Le bilan montre une bicytopénie franche avec une anémie à 4,6 g, une thrombopénie inférieure à 10 000. Là encore, le frottis est normal, il n'y a pas de stigmate de lyse, pas d'anomalie du bilan hépatique, l'hémostase est normale. Donc là encore, on va se poser la question, un peu, on va rentrer dans les mêmes diagnostics. Et ce patient également va bénéficier de transfusions qui vont avoir un bon rendement et d'un myélogramme en réanimation qui ne montrera pas d'argument pour une hémopathie. Il va être immédiatement transféré en neurochirurgie pour prise en charge et drainage de son hématome. Et au décours, on va le prendre en hématologie pour faire un bilan complet qui va montrer une aplasie médulaire avec un tout petit clone HPN, pas d'autres anomalies au scanner TAP. On va le transfuser avec un seuil forcément supérieur à 50 000 du fait de l'antécédent de saignement intracérébral et débuter un traitement par cyclosporine L-thrombopag. On va éviter le SAL à cause du risque de complications hémorragiques dans ce contexte. Et en fait, il va très bien répondre et il est en rémission complète. Donc, quand on reprend, il n'y a pas de données, peut-être qu'il faudrait qu'on en produise. Finalement, quand on reprend les situations aiguës d'admission en réanimation au diagnostic d'aplasie médulaire, on se rend compte que c'est vraiment souvent des complications hémorragiques avec une thrombopénie qui est souvent très importante et au premier plan. Le diagnostic finalement différentiel qu'on retrouve le plus souvent, et c'est ce que je voulais illustrer par ce cas clinique, c'est le problème dans des contextes de thrombopénie vraiment prédominante de diagnostic entre cytopénie périphérique et cytopénie centrale. Et ça, c'est une femme de 36 ans qu'on a pris en charge l'année dernière. Elle avait quelques antécédents, colique néphrétique. Elle était en cours à ce moment-là de sa 4e grossesse. Et en fait, elle avait un diagnostic de thrombopénie immunologique depuis 2014 et sa 3e grossesse. À l'époque, c'était une thrombopénie modérée. Elle n'avait pas eu de myélogramme, elle avait eu un bilan immuno et infectieux qui était négatif. Puis au début de sa 4e grossesse, elle avait toujours 78 000 plaquettes. Puis au début du 3e trimestre, on observe une aggravation franche des cytopénies. Elle n'avait pas eu de numération entre les deux, avec 29 000 plaquettes, 9,5 g d'hémoglobine, des rétiques à 75 giga par litre et des neutraux à la limite inférieure de la normale. Elle a à ce moment-là des corticoïdes 60 mg par jour pendant une semaine sans réponse, des immunoglobulines pendant 2 jours sans réponse, et puis finalement un myélogramme qui montre une moelle de richesse moyenne avec de rares mégas. Il y a un avis qui est demandé en médecine interne à Henri Mondor où il conseille de la transfuser et de prévoir une BOM pendant le postpartum. Et effectivement, juste avant son accouchement, elle a une anémie à 7,7 g, des plaquettes à 15 000. Elle va être transfusée en culot et en culot plaquettaire avec un bon rendement. Mais l'accouchement va malgré tout se compliquer d'une hémorragie de la délivrance avec une prise en charge en réanimation avec besoin
prise en charge chirurgicale, de la noradrée en raison d'une hypotension. Et heureusement, avec le support transfusionnel, elle va évoluer favorablement. En postpartum, il y a une petite complication supplémentaire, c'est qu'on va diagnostiquer une thrombose non obstructive de la veine iliaque primitive, pour laquelle elle va avoir une anticoagulation et un filtre cave. Et puis, à J10, vous voyez que sa numération en fait, commence déjà à s'améliorer, comme ce qu'on voit dans un certain nombre de cas chez les femmes enceintes après la délivrance. Elle sort de l'hôpital à J11 sous corticoïdes pour 10 jours à dose dégressive, et puis elle nous est adressée 10 jours après en hématologie en hôpital de jour pour compléter le bilan. Vous voyez qu'à ce moment-là, elle a déjà clairement amélioré son hématopoïèse, elle n'a plus besoin de transfusion du tout. On a le compte-rendu de la BOM qui montre qu'elle a une moelle hématopoïétique de richesse très franchement diminuée, avec très peu de mégas, pas de clonage PN, une ferritine qui s'est normalisée après les transfusions. Et puis, l'évolution, en fait, va être assez rapide, enfin, continuer à s'améliorer, puisque je l'ai vue la semaine dernière, et elle a une NUM, entre guillemets, de rémission complète. Donc, situation assez classique, on le reverra, des femmes enceintes dont l'aplasie s'aggrave pendant la grossesse et qui peuvent être diagnostiquées à ce moment-là, ou présenter des complications sévères dont l'étiologie n'est pas toujours facile à diagnostiquer. Il faut savoir que la lignée plaquettaire, c'est la lignée qui est pratiquement systématiquement la plus atteinte dans l'aplasie médulaire, plus que l'hémoglobine et plus que les neutrophiles. Et cette atteinte, elle apparaît souvent au premier plan. Ça peut être parfois isolé sur les premières NFS, surtout dans les formes suraiguës, où on va voir les autres cytopénies apparaître par la suite. Et puis surtout, souvent, comme elle est au premier plan, on ne fait pas trop attention au fait que l'hémoglobine est à 10,5 g, que les PNN sont à 1,1 giga par litre, ce qui n'est pas normal pour une thrombopénie périphérique. Et pour illustrer ça, je vous ai mis les données d'une étude qu'on est en train de faire. On a repris 208 patients entre 2012 et 2020 qui avaient une aplasie médulaire. Ces patients, on les a repris pour regarder la réponse à un certain traitement. 47% d'hommes, âge médian 58 ans, principalement des aplasies médulaires idiopathiques, 56% étaient sévères et 20% étaient très sévères. Et dans les mois qui ont précédé le diagnostic, donc la biopsie médulaire, il y a 10% de ces patients qui ont reçu des corticoïdes, des immunoglobulines intraveineuses, de l'L-thrombopaque, du romiplostine ou des androgènes, dans l'hypothèse d'une thrombopénie périphérique. Donc vous voyez, ça représente un nombre conséquent de patients chez qui il y a une errance diagnostique par rapport au diagnostic d'aplasie médulaire. Le problème de la grossesse, c'est aussi souvent un problème de difficulté diagnostique, et les deux causes de thrombopénie les plus fréquemment évoquées chez la femme enceinte, le HELP syndrome en raison de sa gravité potentielle, et les thrombopénies immunologiques. Et finalement, les cytopénies centrales sont rarement évoquées. On sait pourtant que l'aplasie médulaire et la grossesse sont deux pathologies extrêmement liées. Le premier cas d'aplasie médulaire rapporté dans la littérature concernait une femme enceinte. Alors c'est quelque chose souvent dans des maladies très rares dont la prévalence est très difficile à estimer. Il y a eu 2 études qui ont été réalisées, mais qui ne retrouvaient pas de surreprésentation des femmes enceintes par rapport à la population générale. Mais clairement, on sait que la grossesse a un impact sur l'évolution de l'aplasie médulaire. Il y a des données qui laissent à penser que ça peut être un facteur étiologique. Donc on peut avoir des aplasies médulaires très sévères qui surviennent au 3e trimestre de grossesse et qui peuvent compliquer de façon extrêmement importante l'issue de la grossesse. Mais c'est heureusement extrêmement rare. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que la grossesse est un moment où il y a une aggravation extrêmement fréquente des cytopénies qui va souvent favoriser le diagnostic. Et puis, c'est aussi un moment qui est propice aux hémogrammes. Et donc, on peut faire des diagnostics de cytopénie qui étaient modérées, anciennes, mais qu'on ne connaissait pas. Il faut savoir que l'aplasie médulaire, enfin la grossesse va aggraver l'aplasie médulaire préexistante. Et vous voyez que au cours des trimestres, des différents trimestres, on va observer chez toutes les patientes qui ont une aplasie médulaire idiopathique une dégradation des comptes d'hémoglobine et de plaquettes à des chiffres qui ne sont pas des chiffres habituels, y compris quand on prend en compte les modulations du 3e trimestre pour l'hémoglobine, ce qui n'est pas beaucoup moins le cas pour les neutrophiles. Et c'est clairement une situation où on a
des aggravations sévères avec des patientes qui vont avoir besoin de traitement ou qui vont faire des complications hémorragiques sévères dans les derniers mois de la grossesse, avec malheureusement souvent besoin d'un traitement et parfois des complications fatales. Donc c'est vraiment une situation où les patientes aplasistes ont un risque de complications sévères, et donc devant une thrombopénie chez une femme enceinte, il faut également évoquer une aplasie médulaire. C'est le cas aussi pour les patientes qui ont des cytopénies constitutionnelles, donc des aplasies médulaires constitutionnelles. Et vous voyez que sur cette étude qui reprenait 32 grossesses chez des patients atteintes d'aplasie médulaire constitutionnelle, il y en a une majorité qui ont eu des besoins transfusionnels pendant la grossesse et un certain nombre de complications également chez le fœtus. Donc c'est vraiment une situation où les cytopénies des femmes atteintes d'aplasie s'aggravent et peuvent nécessiter une prise en charge, et en tout cas ça doit nécessiter une surveillance active. Dernière situation assez fréquente, entre guillemets, qui peut être à l'origine de complications sévères chez les patients atteints d'aplasie médulaire, c'est l'HPN. Et pour illustrer ça, j'ai repris le cas d'un patient qu'on a pris en charge il y a 3 ans. C'est un jeune homme de 24 ans qui en fait avait un diagnostic d'anémie hémolytique à Coombs négatif, pour lequel il était sous corticoïdes depuis 2 ans. Il vivait à Haïti à ce moment-là. Et puis il est arrivé en France. Il était en France depuis 2 mois quand on l'a pris en charge. Il a consulté aux urgences de Saint-Louis pour des douleurs lombaires bilatérales fébriles. Et en fait, à l'admission, il y avait une pâleur, un ictère conjonctival, de la fièvre, pas de signe d'hypotension. Cliniquement, l'abdomen était souple, dépressible. Il avait, sur le plan biologique, une bicytopénie, anémie très régénérative avec 350 000 rétiques, 790 neutraux et 160 000 plaquettes. Sur le plan biologique, il y avait également une cytolyse hépatique très importante et des stigmates d'hémolyse avec des LDH beaucoup plus élevés que ne le voudraient juste les transaminases, une aptoglobine indosable. On lui a fait un scanner TAP qui a montré qu'il avait une embolie pulmonaire bilatérale sans retentissement hémodynamique. Sur le plan digestif, il n'y avait pas de signe de thrombose abdominale. Il a eu évidemment en première intention un contrôle du TENS de Coombs, un dosage de G6PD qui était normaux. Et on a donc fait une recherche de clone HPN dans ce contexte de cytopénie, de thrombose et d'hémolyse. Et celui-ci est revenu très positif. Il a été pris en charge par anticoagulation, antibiothérapie et eculizumab, et on a arrêté les corticoïdes. En fait, la situation s'est aggravée dans les 12 heures qui ont suivi, d'une part avec une fièvre extrêmement importante, sans défaillance hémodynamique, mais surtout une dégradation biologique, à la fois sur le plan de la cytolyse hépatique, des stigmates d'insuffisance hépatocellulaire et majoration des stigmates d'hémolyse. Et donc, il a été transféré en réanimation compte tenu de la défaillance hépatique. Et dans ce contexte, on a fini par diagnostiquer, devant des lésions vésiculeuses au niveau des bras, une infection disséminée à VZV, qui s'est compliquée également d'une pancréatite aiguë. Il a donc été pris en charge de façon curative pour cette infection. Et puis, par ailleurs, une petite hémoculture à Staphylococcus aureus. Alors, tout ça sous corticoïdes, évidemment, qui ont favorisé ces complications. L'évolution a été marquée initialement par une aggravation hématologique avec des besoins transfusionnels et une thrombopénie qui est descendue jusqu'à 15 gigas par litre. Il a, dans ce contexte, fait des complications hémorragiques. Alors, je ne l'ai pas écrit, mais il se trouve qu'en plus, ce patient était témoin de Jéhovah, ce qui a un peu compliqué la prise en charge en termes transfusionnels, initialement. Et donc, il a fait un hématome sur une ponction veineuse, sans syndrome de Loge, heureusement, sous anticoagulant, une insuffisance rénale aiguë multifactorielle, et puis, finalement, grâce au support transfusionnel, aux antiviraux, aux antibiotiques et aux anti-C5, l'évolution a été favorable. Il a amélioré ses cytopénies, toutes les anomalies cutanées et hépatiques ont régressé, et il a pu sortir après 3 semaines d'hospitalisation et quand même 15 jours de réanimation. Donc, dans le contexte de l'aplasie médulaire, il faut savoir que chez des patients qui ont un HPN, on peut avoir
d'une part, des complications très sévères déclenchées par des épisodes infectieux. Alors ce patient en plus avait une corticothérapie au long cours depuis des années qui a probablement favorisé cette infection très atypique à VZV, qui est probablement le facteur déclenchant. Mais dès que ces patients sont dans des situations de stress, on va avoir une insuffisance médulaire qui va pouvoir récupérer derrière. Mais ce n'est pas des patients qui ont une hématopoïèse normale. Et donc, devant une situation de stress, on peut avoir des cytopénies très aiguës qui récupéreront. Et vous voyez que 3 ans plus tard, il est sous eculizumab, toujours sous anticoagulant, et il a une numération globalement normale. Donc, quelles sont les manifestations associées aux aplasies médulaires qui peuvent conduire les patients en réanimation? Si on s'intéresse aux aplasies médulaires constitutionnelles, la cause la plus fréquente, c'est évidemment l'HPN, avec des thromboses artérielles et veineuses qui ont la particularité de toucher en particulier les veines sus-hépatiques et les veines mésentériques, donner des tableaux qui peuvent être extrêmement sévères et qui, là encore, sont souvent déclenchés par des événements infectieux, en particulier digestifs, ou des thrombophlébite cérébrales qui peuvent nécessiter une prise en charge aiguë. Et devant ce type de complications, on le fait systématiquement au diagnostic de syndrome de Budd-Chiari et devant toutes les autres thromboses, s'il y a des cytopénies associées, en particulier, surtout une anémie hémolytique, mais il faut aussi la rechercher, une recherche de clone HPN. Évidemment, l'insuffisance rénale aiguë, puisqu'on a régulièrement des patients qui, à l'occasion d'une poussée d'hémolyse et surtout avant traitement, peuvent faire une insuffisance rénale aiguë très sévère qui peut nécessiter également une prise en charge urgente en réanimation. Et puis, les interventions chirurgicales chez nos patients sont à haut risque, donc il faut être extrêmement vigilant. Une autre situation qui peut conduire, et ça au diagnostic, nos patients en réanimation, on a un syndrome un peu particulier qui s'appelle le syndrome hépatite aplasie, où les patients développent en premier une hépatite d'allure auto-immune, mais le plus souvent sans anticorps, et vont développer dans les semaines qui suivent une aplasie médulaire typique. Ces hépatites peuvent être fulminantes et parfois le diagnostic est fait chez des patients qui sont hospitalisés en post-transplantation hépatique. C'est des aplasies médulaires qui sont acquises. Et puis, on a dans le groupe des patients qui ont des aplasies médulaires constitutionnelles un certain nombre de pathologies où sont associées à l'aplasie des complications avec des atteintes d'autres organes qui sont celles qui, le plus souvent, vont être responsables de défaillances d'organes qui peuvent conduire nos patients en réanimation. C'est le cas des atteintes des téloméropathies, donc ce qu'on appelait avant des dyskératoses congénitales, où les patients peuvent développer des hépatopathies sévères nécessitant des transplantations, une fibrose pulmonaire, ou parfois une autre complication qui s'appelle le syndrome hépatopulmonaire qui peut également être très sévère et conduire les patients en réanimation. Et également des déficits immunitaires cellulaires qui peuvent compliquer l'évolution de la vie de ces patients. Et notamment, on a eu un certain nombre de pneumocystoses qui ont nécessité une prise en charge en réanimation. La maladie de Fanconi, qui est la deuxième aplasie médulaire constitutionnelle la plus fréquente, on peut avoir des complications liées à des malformations ou des cardiopathies, mais là encore, chez l'adulte, c'est relativement rare. Alors, pour revenir à l'intitulé qui était « Diagnostic différentiel des aplasies médulaires acquises en réanimation », le diagnostic étiologique d'une aplasie médulaire constitutionnelle, c'est un diagnostic qui implique en fait un très grand nombre de syndromes différents qui étaient regroupés sur cette diapositive qui est issue d'un papier de Jean Soulier et Olivier Bluteau en 2018. Vous avez repris tous les diagnostics étiologiques des patients qui avaient été explorés au laboratoire de Saint-Louis pour une aplasie médulaire d'allure constitutionnelle. Et vous voyez que le nombre de pathologies est extrêmement divers et varié. Mais ce que vous voyez surtout, c'est que l'âge médian au moment des premiers symptômes est de 8 ans. Donc le diagnostic d'aplasie médulaire constitutionnelle, finalement, dans l'immense majorité des cas, c'est un diagnostic qu'on fait chez l'enfant et qui va qui va être très rare chez l'adulte. Vous voyez quand même qu'il y a un patient de 47 ans
donc ce n'est pas non plus impossible, mais il faut savoir que principalement, ça va concerner des enfants. Si on regarde les diagnostics, et là j'avais surtout focalisé aussi sur les adultes, les diagnostics, l'évolution du diagnostic entre le diagnostic proposé par l'hématologue chez les patients qui ont des insuffisances médulaires et le diagnostic définitif génétique, vous voyez que finalement, en général, le diagnostic, quand on avait une idée de la pathologie, est relativement fiable. Mais que dans un certain nombre de cas, il y a quand même des diagnostics qui sont faits pas que par le NGS, donc on n'avait pas identifié que le patient avait ce type de pathologie. Mais chez l'adulte, finalement, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même, dans un certain nombre de situations, des patients qui sont diagnostiqués à l'âge adulte avec des maladies de Fanconi, des téloméropathies, des syndromes de Schwarzman. Donc c'est des diagnostics qui sont possibles. Ça, c'est des patients qui étaient considérés comme ayant un syndrome d'aplasie constitutionnelle, mais pour lequel on n'avait pas réussi à identifier de gènes auparavant. Donc vous voyez un certain nombre de pathologies, maladie de Fanconi, syndrome monomaque et DDX41. Donc ça reste des diagnostics qu'on peut faire à l'âge adulte. Si on s'intéresse à des patients qui ont une atteinte hématologique et ou une atteinte pulmonaire, vous voyez que quand on a une atteinte purement hématologique, on va avoir une petite proportion de patients qui vont avoir des atteintes qui sont des téloméropathies et un certain nombre d'autres atteintes à l'âge adulte, d'autres variées qui peuvent être une maladie de Fanconi, des thrombopénies constitutionnelles de type Rung-Swan ou Ankerde-26. Par contre, si on combine une atteinte pulmonaire, une atteinte hématologique ou qu'on prend une atteinte pulmonaire seule, on va avoir essentiellement des diagnostics de téloméropathie. La maladie de Fanconi, qui est une des principales causes d'atteinte d'insuffisance médulaire constitutionnelle, à l'heure actuelle, c'est un diagnostic qu'on fait dans l'immense majorité des cas chez l'enfant dans les années qui suivent la naissance, soit du fait d'un syndrome malformatif, soit du fait de cytopénie, soit dans le cadre d'exploration familiale. Et vous voyez, ça c'est les données du registre italien, vous voyez que depuis 1996, clairement l'âge médian au diagnostic, c'est de l'ordre de 4 ou 5 ans. On sait cependant qu'on peut faire des diagnostics tardifs chez des gens qui ont une maladie qui est restée purement asymptomatique, mais ces diagnostics sont des présentations assez différentes. Donc ça peut être, je voyais les différents patients qu'on a identifiés récemment qui avaient plus de 20 ans, donc c'est soit des tableaux de cytopénie modérée, une patiente encore au cours de grossesse pour la première, soit des myélodysplasies beaucoup plus fréquentes chez l'adulte que chez l'enfant, avec des complications tumorales pour un certain nombre. Et c'est important de savoir qu'on a des patients qui peuvent être diagnostiqués avec, à l'occasion de complications tumorales, parce que souvent, quand ils reçoivent des chimiothérapies, ces patients vont faire des cytopénies extrêmement profondes, extrêmement sévères, avec des complications en général hémorragiques et infectieuses, parce qu'on ne s'attendait pas, vu du type de chimiothérapie utilisée, à ce que les patients développent une aplasie, donc leur hémogramme n'a pas été surveillé. Donc ça, c'est également des situations qui peuvent conduire au diagnostic. Et donc, quand un patient qui vient de recevoir une chimiothérapie fait des cytopénies extrêmement sévères avec des complications hémorragiques sévères ou septiques sévères, alors que ce n'était pas du tout attendu, il faut évoquer une insuffisance médulaire constitutionnelle et en particulier la maladie de Fanconi. Ça, c'est une histoire que je trouve extrêmement représentative des difficultés et des éléments qui doivent conduire à rechercher une insuffisance médulaire constitutionnelle. C'est une patiente de 30 ans qu'on a pris en charge il y a quelques années. Elle avait une histoire de cytopénie dans l'enfance, à l'adolescence, qui avait été attribuée au Roaccutane. Le médicament avait été arrêté, ça n'avait jamais été recontrôlé. Puis, deuxième trimestre de grossesse, elle avait 25 ans à l'époque, thrombopénie aiguë, 13 gigas par litre. D'habitude, évidemment, on évoque en premier lieu un HELLP syndrome. Elle est hospitalisée, elle a fini par être transfusée après pas mal d'examens. Puis, dans le postpartum, les plaquettes sont remontées et il n'y a pas eu beaucoup de suivi derrière.
À l'âge de 30 ans, elle a un tableau initialement étiqueté mononucléose infectieuse avec des cytopénies qui se sont aggravées. Et puis comme ça persiste, finalement, elle a un bilan et une BOM qui montre qu'il y a une hypoplasie médulaire profonde. Elle a à ce moment-là des besoins transfusionnels. Quand elle voit un hématologue, il tilte sur le fait qu'elle a une canicie très précoce, c'est-à-dire des cheveux blancs très précoces, des anomalies de la pigmentation. Puis en reprenant l'histoire familiale, vous voyez que son père avait également une canicie précoce, qu'il a fait une fibrose pulmonaire et est décédé du traitement d'un lymphome, que son oncle avait une canicie précoce, une aplasie médulaire, et qu'il a fait également un lymphome et qu'il est décédé d'une LEMP au décours de la chimiothérapie de ce lymphome. Puis à la génération d'avant, ils sont tous les deux morts plutôt à 70 ans, la génération d'avant, vous voyez, on trouve 2 cancers du foie chez des sujets jeunes, avec également une canicie précoce. Et puis surtout, en l'interrogeant, il s'est rendu compte que son cousin était en cours d'exploration pour une pancytopénie avec une canicie précoce et qu'on venait de diagnostiquer chez lui une téloméropathie après plusieurs mois d'exploration. Et donc à ce moment-là, le diagnostic a été fait chez la patiente. Donc quelque chose qui illustre vraiment ce qui est important pour orienter le diagnostic étiologique chez ces patients, c'est les antécédents, l'histoire, l'examen clinique et ensuite les examens complémentaires en fonction du contexte. Donc chez cette patiente, vous voyez, c'est des cytopénies qui initialement étaient modérées et les aplasies médulaires constitutionnelles rentrent rarement dans la maladie par une pancytopénie très sévère d'emblée. Les antécédents familiaux avec, dans ce contexte qui est un peu particulier de maladie télomère, des phénomènes d'anticipation, que les gens ont des maladies de plus en plus précoces et de plus en plus sévères à chaque génération. Les atteintes extra-hématologiques, fibrose pulmonaire, atteintes cutanéo-muqueuses, atteintes hépatiques, et puis des choses au niveau biologique qu'on peut faire assez simplement, le dosage de l'hémoglobine fétale pour les téloméropathies et la recherche de télomères courts pour cette pathologie. Puis vous voyez, dans le cadre de son bilan pré-greffe, on lui a fait un fibroscan qui a montré que même si le bilan hépatique était normal, elle avait quand même une petite atteinte hépatique. Puis on a fait le diagnostic aussi chez sa sœur, qui a souhaité faire un diagnostic présymptomatique, enfin, elle a quand même un peu de canicie précoce, et son frère n'a, lui, pas désiré faire cette analyse. Donc les téloméropathies, c'est compliqué parce que c'est une maladie qui est extrêmement hétérogène et qui peut se présenter de façon extrêmement variable en fonction de l'âge, avec des cytopénies parfois très, très sévères quand la maladie est évoluée, parfois uniquement une thrombopénie isolée ou une macrocytose, et surtout qui peut se présenter principalement aussi sous la forme d'une fibrose pulmonaire, c'est la forme la plus fréquente de cette maladie à l'heure actuelle, ou une hépatopathie, mais qui a aussi de multiples autres manifestations, une ostéoporose fracturaire très sévère, y compris chez les hommes, un déficit immunitaire, parfois des manifestations d'auto-immunité, beaucoup de thromboses, quelques hémopathies lymphoïdes également, donc c'est très hétérogène et c'est tous ces éléments qui vont nous orienter. La stratégie diagnostique, c'est rarement quand même une stratégie diagnostique de l'urgence, de faire un diagnostic d'insuffisance médulaire constitutionnelle. Enfin, c'est pas possible, entre guillemets, dans l'urgence. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on oriente nos examens diagnostiques. Donc, on ne peut pas screener tous les patients qui ont des aplasies médulaires ou des hémopathies myéloïdes, parce que la plupart de ces maladies vont également donner des hémopathies myéloïdes. Et donc, il faut vraiment avoir une stratégie d'orientation en fonction des antécédents familiaux, de la présentation clinique, de l'âge et de ces marqueurs qui peuvent être assez simples, que sont l'hémoglobine fétale, l'alpha-fétoprotéine et le clone HPN, et de là d'aller faire des examens différents. Je vous ai mis cet autre algorithme qui n'est pas le nôtre, qui lui propose de faire tout à tout le monde en dessous de 40 ans, ce qui est quand même un petit peu compliqué, et ce d'autant que le traitement d'une aplasie médulaire sévère c'est une urgence parce que la vitesse de début du traitement a un impact sur la réponse, quel que soit le traitement, que ce soit l'immunosuppression ou la greffe. Les tests spécifiques qu'on utilise, donc tests de cassure chromosomique qui permettent de faire un diagnostic de maladie de Fanconi, évaluation de la longueur des télomères qui permet d'orienter, mais qui ne fait pas un diagnostic de téloméropathie, ou réalisation de recherche par NGS comme on les fait actuellement, soit sur le sang,
soit ce qu'on préfère sur les fibroblastes, qui est un tissu non hématopoïétique, pour être sûr qu'on n'a pas un variant qui est lié à la pathologie hématologique sous-jacente. Tout ça, c'est des examens qui ne sont pas de l'ordre de l'urgence et qu'on n'aura pas en moins de 2 semaines, et parfois ça nous prend jusqu'à 3 mois. Et c'est pour ça que en termes de diagnostic étiologique, il y a vraiment une démarche qui est d'éliminer tout ce qui, à l'évidence, est une aplasie médulaire acquise. Et si on a des arguments pour une aplasie médulaire constitutionnelle, alors on va lancer des examens beaucoup plus poussés en termes de diagnostic, beaucoup plus longs. Et surtout, on va adapter notre stratégie thérapeutique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre tous les résultats chez tout le monde, sinon on perd du temps. Et c'est délétère en termes de survie et de réponse chez nos patients. Tout ça pour insister sur le fait que dans la stratégie diagnostique et les diagnostics différentiels, quand on prend en charge un patient en urgence, que ce soit en hématologie ou en réanimation, ce qui va nous orienter vers un diagnostic étiologique pour l'aplasie médulaire, ça va être des critères indirects avec en faveur d'une aplasie médulaire acquise, l'âge supérieur à 10 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'aplasie médulaire idiopathique en dessous de 10 ans, on en a même à 1 an ou 2 ans, mais les aplasies médulaires sont largement plus fréquentes dans cette tranche d'âge. Le fait d'avoir une numération antérieure normale, c'est très important. L'aggravation rapide est très évocatrice d'une aplasie médulaire acquise. Et les formes post-hépatitiques, quand on a vraiment la séquence classique, sont aussi un excellent argument pour une forme acquise. Et voilà, le clonage PN supérieur à 1%, évidemment, et ça s'associe aux aplasies médulaires acquises. Et le fait d'avoir des télomères de taille normale, enfin 10%, c'est plus que normal, est aussi un bon argument. Et puis à l'inverse, d'avoir des antécédents familiaux, de la consanguinité, des malformations, un retard de croissance intra-utérin, tout ça ne fait pas un diagnostic d'aplasie médulaire constitutionnelle, mais va doser des arguments pour faire d'autres examens et pousser le diagnostic et retarder le début du traitement quand on est dans une situation d'urgence qu'on ne veut pas faire pour tout le monde. Et pour illustrer cette stratégie diagnostique, vous voyez que ça, c'est une jeune femme de 32 ans qui avait une thrombopénie connue depuis mai 2015, étiquetée immunologique. Elle avait eu des corticoïdes, du romiplostine et du Maptera. Et puis finalement, l'aggravation progressive, et en novembre 2017, elle a une pancytopénie avec une thrombopénie profonde, au myélogramme une moelle pauvre, une dysérythropoïèse modérée, le cariotype est un échec, elle a une BOM qui montre une hypoplasie franche sur 12 espaces médulaires, pas de clonage PN, et en fait son dossier est présenté en RCP aplasie parce qu'elle a une obésité morbide compliquée d'une cirrhose sur une NASH et d'un diabète non insulinodépendant, et il nous demande notre avis pour débuter un traitement immunosuppresseur et éventuellement l'inclure dans un protocole dans ce contexte. Et donc on a été quand même un peu étonné, enfin en tout cas alerté par cette notion d'hypertension portale sur NASH, compliquant une cirrhose sur une NASH, et on leur a dit faites quand même attention, faites-lui un bilan de téloméropathie, et puis évidemment si c'est négatif, on fera un SAL cyclo hors protocole parce qu'il y avait des critères d'exclusion. Et puis vous voyez que ce bilan finalement assez simple, l'hémoglobine fœtale chez une patiente qui était transfusée déjà était anormalement élevée, les télomères étaient anormalement courts, ce qui a conduit à aussi attendre les résultats de la génétique qui ont montré qu'elle avait une mutation de TERC, donc une téloméropathie. Et donc finalement cette patiente n'a pas reçu de SAL cyclo puisque ça ne sert à rien. Par contre on l'a mis dans un autre protocole pour recevoir des androgènes qui peuvent être efficaces dans cette situation. Donc voici un exemple de les éléments qui peuvent orienter plutôt vers un bilan constitutionnel. Et je vais m'arrêter là, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je suis un peu sortie de la réanimation, mais... Merci Flore. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi j'en avais une concernant le syndrome
hépatite fulminante / aplasie. Alors moi, quand j'étais petit, on m'avait appris peut-être à tort que certains virus hépatotropes pouvaient donner des aplasies. J'imagine que là, les gens ont découpé le foie en 1000 morceaux avec de la pangénomique, qu'on ne trouve pas la moindre particule virale. Mais est-ce que tu peux commenter, par l'affirmative ou pas, cette dernière remarque, et mot du mythe ou de la réalité de certaines aplasies viro-induites? Alors, les syndromes hépatite aplasie classiques, effectivement, on a beau les découper en tranches, on ne trouve jamais rien. On trouve parfois des auto-anticorps, souvent pas forcément à des seuils qui sont convaincants pour les hépatologues. Par contre, sur le plan histologique, clairement, c'est des aspects d'hépatite auto-immune pour les hépatologues. Donc ça, c'est un syndrome qu'on connaît bien, même si on n'a toujours pas identifié de facteurs, on va dire, déclenchants ou étiologiques, sachant que quand on reprend ces patients, c'est souvent des enfants. Alors on disait des adolescents, mais nous on a regardé un peu toute la série d'aplasie post-hépatitique, et en fait on a beaucoup plus d'enfants que d'adolescents. Et puis on a un certain nombre de ces patients qui ont des clonages PN aussi, en plus d'avoir le syndrome hépatite aplasie, donc qui laisse penser qu'il y a vraiment un continuum avec l'aplasie médulaire idiopathique d'un point de vue étiologique. Alors, des aplasies médulaires induites par des virus chez des gens qui n'ont aucune autre pathologie, c'est-à-dire qui ne sont pas immunodéprimés, en particulier le parvovirus B19. Moi, j'ai vu une jeune fille qui a fait un tableau d'aplasie modérée transitoire qui s'est normalisé, chez qui on n'a strictement rien trouvé. On a coupé en tranches, et puis comme elle allait bien, qu'elle avait une normale à distance, elle nous a abandonnés. Mais c'est le seul cas, ça reste vraiment exceptionnel. Merci beaucoup Flore, c'était très complet. Si tu veux bien, on revient vers la réanimation. Donc la partie thrombose, elle est vraiment à garder en tête. Ce risque, il est vraiment important et il est bien documenté dans les cas que tu nous as présentés. La partie anémie, on a compris. Je voudrais juste revenir maintenant sur l'aplasie et le type de déficit immunitaire. Donc c'est essentiellement une aplasie, c'est le répertoire lymphocytaire reste normal. C'est des malades qui n'ont pas de déplétion B, de déplétion T, ou c'est des malades qui ont une aplasie médulaire totale et qui sont à un risque. Quel est leur risque infectieux par rapport à d'autres patients? Et le fait que ce ne soit pas une maladie aiguë, est-ce que ça confère une certaine résistance à l'infection? Et quelles sont tes recommandations quand ces patients-là sont en situation critique? Non, il faut pour l'enregistrement. Merci. Alors, pour ce qui est des aplasies médulaires acquises, clairement, un patient qui n'a reçu aucun traitement a un déficit immunitaire qui est corrélé à la neutropénie, qui est vraiment lié au chiffre de polynucléaires neutrophiles. Et il faut savoir en plus que on considère que souvent, avant qu'on les traite, le risque de complications fongiques est quand même moins important qu'après traitement, mais on a parfois au diagnostic des infections fongiques, donc il faut quand même être vigilant. Et nous, on a tendance à leur mettre une prophylaxie antifongique à partir du moment où ils ont moins de 500 neutraux, et pendant toute la période, au début, ils vont recevoir des corticoïdes à forte dose, après le SL cyclo. Donc le risque inhérent à la maladie, il est bactérien comme et fongique. toute neutropénie. Et il est fongique, donc avec le temps et avec le traitement en particulier, la corticothérapie. Mais il n'y a pas de risque opportuniste. Il n'y a pas de déficit tumoral associé. Il n'y a pas de déficit tumoral. Est-ce qu'il y a un risque viral? Parce que la réactivation VZV, est-ce qu'elle est liée à l'éculizumab et aux corticoïdes, ou est-ce qu'elle est liée à l'HPN, ou à l'aplasie médulaire, pardon? Alors, chez ce patient, je pense qu'elle est liée aux corticoïdes qu'il recevait depuis très longtemps. Après, dans le contexte d'infection virale, surinfection, c'est clair que ça déstabilise une aplasie, mais il n'y a pas de déficit cellulaire. Par contre, les patients qui viennent de recevoir un SAL cyclo, nous, on considère quand même que les 3 premiers mois, ils ont un déficit associé à la fois VZV, on les met sous Bactrim, jusqu'à 3 mois, et en général, quand on fait un phéno à 3 mois, ils ont normalisé leur phéno. Entendu. Ma deuxième question, elle est aussi pour le réanimateur aujourd'hui, c'est la propension à développer une défaillance d'organes devant une insulte X, qu'elle soit bactérienne, auto-immune, traumatique, post-opératoire ou quoi. Et donc ça revient au syndrome des télomères shortening.
On voit bien la prévalence des télomères courts dans la population générale et on la voit dans votre population. Et je n'ai pas été convaincu que c'était si différent que ça dans les aplasies acquises. Et je voudrais juste qu'on puisse en reparler. Alors télomère court. Alors, ce qui est compliqué, c'est que... alors déjà, quand il y a plein de papiers sur télomère court et le seuil utilisé et en réanimation aussi, et pas forcément le même. Voilà, c'est important. C'est-à-dire avoir des télomères plus courts, quand on compare deux populations et qu'on dit que dans la population obèse ou qui fume, les télomères sont plus courts, ça ne veut pas dire que ces patients, enfin ces personnes, c'est pas toujours des patients, ont des télomères inférieurs au premier percentile. Ensuite, effectivement, dans la population générale, il y a un continuum et premier percentile, ça veut dire 1% de la population. Or, 1% de la population n'a pas une téloméropathie. Donc, ça veut dire que de toute façon, il y a des patients dans ce groupe qui ont des télomères très courts, qui n'ont pas de téloméropathie. Et nous, on le voit, on a des patients avec des aplasies médulaires acquises. C'est déjà été publié il y a plus de 15 ans, qui ont des télomères très courts et qui vont très bien répondre au SAL cyclo et qui auront une numération normale 10 ans après. Donc, c'est pour ça qu'on dit un diagnostic de télomère court ne fait pas une téloméropathie. Et il faut être effectivement extrêmement vigilant sur... voilà, c'est un argument dans un contexte particulier pour rechercher sur le plan génétique une téloméropathie, sachant que il faut, nous, si on n'a aucun autre argument pour une téloméropathie, on a envie de dire qu'il ne faut mieux pas le faire parce que s'ils sont courts, après on se retrouve dans le cercle vicieux. On a eu des cas avec même des jeunes enfants chez qui le traitement a mis plus de 3 mois à être débuté parce qu'il y avait des télomères qui avaient été faits, qui étaient courts et donc il y a la génétique. Alors qu'il n'y avait aucun argument clinique pour aller vers ce diagnostic. Et dans ce cas-là, on est dans du retard thérapeutique. Après, c'est des patients, quand on reprend sur les téloméropathies en particulier, c'est des patients qui ont effectivement souvent des atteintes d'autres organes. Ces atteintes ne sont pas forcément, on va dire, évidentes. C'est-à-dire qu'on a des patients qui ont des bilans hépatiques normaux et vous leur faites une IRM, vous vous rendez compte qu'ils ont une atteinte hépatique qui est déjà importante. En général, quand ils commencent à avoir des anomalies du bilan hépatique, c'est que c'est très sévère. Et donc ça, c'est des patients, effectivement, quand on va les mettre dans des situations de stress d'organes, qui vont décompenser. Et nous, on l'a vu chez des patients qui n'avaient pas d'atteinte hématologique évidente. Je me souviens d'une patiente avec qui on avait fait un myélogramme dans le cadre d'un protocole 15 jours avant. Cette patiente fait une pneumocystose, elle est mise sous Bactrim et derrière, elle a fait une pancytopénie sévère pendant 2 mois. Donc, c'est des patients qui ont malgré tout des organes qui ne sont pas capables de répondre. Et on voit la même chose aussi avec la maladie de Fanconi. On sait qu'il y a certaines chimiothérapies qui sont contre-indiquées parce qu'il y a un risque de toxicité sévère. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ces patients, de façon générale, ils ont une incapacité médulaire à répondre au stress. Donc, il faut être vigilant chez ces patients qui ont des atteintes constitutionnelles. Merci.